Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Bienvenue sur la TV7. Au sommaire de cette édition, le fichier électoral est suffisamment fiable pour la tenue des prochaines consultations électorales. C'est là le verdict rendu par l'Organisation internationale de la francophonie à la suite de l'audit du fichier. Nous y reviendrons dans un instant. Puis doléances faites par des personnes du troisième âge au Togo, la réduction des frais de cotisation pour le compte de l'assurance maladie universelle, la prise en charge par l'État des frais des produits pharmaceutiques. Retrouvez d'autres détails dans ce journal. Au-delà de nos frontières, le Rwanda respecte la décision de la Cour suprême britannique qui a jugé illégal le projet d'acheminement de migrants illégaux vers son territoire, mais n'est pas d'accord avec l'argument évoqué. Le Rwanda ne serait pas une destination sécurisée selon la Cour suprême britannique. Conflit israélo-palestinien, la Cour pénale internationale est actuellement sous pression. L'Afrique du Sud a déposé dans la journée de ce jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan. Le pays exige une action de la Cour pénale internationale face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. C'est tout pour les titres de ce soir. Nous passons au développement tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Sujet politique à l'entame de cette édition, le fichier électoral togolais est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. C'est l'essentiel à retenir des résultats de l'audit du fichier électoral commandité par la CENI auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. D'autres précisions dans ce reportage signé Bernard Quinvy. Pas d'anomalie dans le fichier électoral au Togo selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est ce qui ressort du rapport de l'audit externe du fichier électoral tel que réclamé par la classe politique au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques et ceci après le recensement électoral organisé par la CENI du 29 avril au 14 juin 2023. Selon la Commission électorale nationale indépendante, je cite, les experts ont délivré des conclusions rassurantes sur la qualité du fichier électoral togolais, ceci en termes de fiabilité de l'opération de recensement des électeurs, de son caractère biométrique et de sa représentativité géographique et sociologique dans les 39 préfectures et 5 régions du pays. Fin de citation. Ainsi, 53,8% de femmes sont inscrites contre 46,18% des hommes. Rappelons que dans un audit interne réalisé déjà par la CENI, plus de 90 000 doublons ont été relevés. Pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée pour les élections législatives et régionales qui devraient être organisées d'ici à la fin de l'année. Vous ne l'ignorez certainement pas, l'intelligence artificielle émerge comme moteur de transformation en Afrique avec des exemples concrets, mais cependant des défis subsistent, notamment le manque de moyens, de formation ou encore de matériel ou d'infrastructures. Quelle alternative pour le continent africain? On écoute cette analyse faite par Rolda Messon-Addo. L'intelligence artificielle, IA, devient un moteur de transformation en Afrique, ouvrant la porte à l'innovation dans divers secteurs. Par exemple, un entrepreneur togolais proposait en août dernier de révolutionner l'agriculture avec une solution de précision utilisant des drones pour optimiser l'utilisation des pesticides. Cependant, des défis subsistent. En effet, les agriculteurs traditionnels manquent de moyens et de formation. Une étude approfondie et des tests sur le terrain sont essentiels pour garantir une adoption réussie. Au Togo, la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale Sina Lawson, présente en septembre dernier à New York au panel sur l'intelligence artificielle organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, souligne que l'intelligence artificielle offre des opportunités, surtout post-Covid. De plus, le câble Equiano actif dans le pays améliore la connectivité. Selon l'Agence nationale de la cybersécurité, la diaspora informatique togolaise, forte de 38 000 professionnels, contribue au secteur numérique à l'étranger et dans le pays. L'IA peut transformer divers secteurs de la santé à l'éducation, avec une Afrique bien positionnée grâce à sa jeunesse, sa pénétration des smartphones et sa soif de connaissances scientifiques. Cependant, des obstacles persistent, tels que l'infrastructure limitée et la pénurie de compétences dans le domaine. Des cadres réglementaires et éthiques sont nécessaires pour garantir la protection des données.
Les opportunités économiques sont diverses, allant de la création d'emplois à la transformation des industries, avec un impact social significatif en améliorant l'éducation et l'inclusion. En conclusion, l'intelligence artificielle offre des opportunités pour l'Afrique, mais ces dernières nécessitent des investissements dans les compétences, les infrastructures et l'éthique. Une collaboration entre gouvernement, secteur privé et société civile est essentielle pour une adoption réussie. Nous parlons éducation à présent, un pas de plus vers la digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire. Des enseignants et des responsables pédagogiques ont vu leurs compétences renforcées dans l'utilisation efficace d'éthique à l'occasion d'un atelier initié par l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture. Voici le compte rendu de Promise Pomébé. Les outils et ressources technologiques assurent l'accès de tous à une éducation de qualité sur pied d'égalité. L'intégration des technologies de l'information et de la communication TIC dans l'éducation contribue à résoudre le problème de l'inadéquation des programmes d'enseignement avec les réalités du terrain, un frein pour l'insertion professionnelle des jeunes. Les actions se multiplient au Togo dans la perspective d'améliorer le système éducatif. Ainsi, à l'orée de cette rentrée scolaire, les autorités de tutelle ont mis à la disposition des acteurs de l'éducation les tablettes numériques, soutenant ainsi le démarrage de la phase expérimentale du projet de digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire. L'idée est d'améliorer le suivi pédagogique et la formation des élèves professeurs et achever les réformes en cours visant à doter le secteur éducatif du matériel numérique nécessaire à la digitalisation. En vue d'intégrer efficacement les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation, facilitant ainsi une éducation efficace, équitable et inclusive, l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, appuie les efforts de ses États membres dans le Togo. L'objectif est de renforcer les compétences des enseignants et des responsables pédagogiques dans l'utilisation efficace des TIC, notamment la maîtrise des outils technologiques, la conception de cours interactifs, l'utilisation des ressources éducatives en ligne et bien d'autres. Récemment, les acteurs du secteur ont procédé à la validation de la stratégie de production, d'intégration et de diffusion des ressources éducatives libres dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ressources éducatives libres piloté par l'UNESCO. Les personnes du troisième âge plaident pour une réduction de leurs cotisations pour le compte de l'assurance maladie universelle. Elles estiment que cette cotisation est très élevée pour elles. Elles plaident par ailleurs que l'État prenne en charge tous les produits pharmaceutiques qui leur sont prescrits. Les précisions avec ce récit signé Kofi Klégué. Même si des efforts se font pour alléger les difficultés des personnes âgées au Togo, selon elles, des retouches particulières doivent être faites pour rendre parfait leur bonheur. Dans le nord du pays, les personnes du troisième âge estiment que les prélèvements sur leur pension pour le compte de l'assurance maladie INAM est trop élevé. C'est du moins ce qu'on retient de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée en différé ce 15 novembre. Selon les responsables de cette organisation de la COSA, l'État doit revoir à la baisse le pourcentage du prélèvement pour l'INAM. Actuellement, le prélèvement est de 3,5% du salaire de base de l'agent public. N'étant plus en activité et n'ayant plus par conséquent d'employeurs, les personnes du troisième âge souhaitent que leur cotisation soit réduite. Une autre doléance est aussi faite à l'État en connivence avec l'INAM concernant la prise en charge de tous les produits pharmaceutiques prescrits aux personnes du troisième âge. Par ailleurs, elle souhaite que l'État étende les allocations de départ à la retraite jusqu'à 12 mois. Le Togo fait face à une situation préoccupante avec l'enregistrement de 8 cas de dengue au cours des derniers jours. Plusieurs régions sont touchées par cette épidémie. À cet effet, le professeur Moustapha Midiawa, ministre de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins de santé, a récemment publié un communiqué mettant en garde contre cette infection virale. On écoute les précisions de Jessica Rallo. La dengue était principalement présente en Asie et en Amérique latine, mais elle s'est progressivement propagée vers de nouvelles régions du monde, y compris l'Afrique.
Elle est apparue pour la première fois en Afrique au Sénégal en 2009. Cela marquait la première fois que le virus de la dengue était identifié et confirmé dans le pays. Dès lors, plusieurs pays africains ont signalé des cas de dengue. Au Togo, l'on a récemment enregistré 8 cas de dengue touchant plusieurs régions, notamment la région maritime, des savanes et des plateaux. Cette information a été communiquée par le professeur Moustapha Midjiawa, ministre de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, dans un communiqué publié le mardi 14 novembre 2023. Les autorités sanitaires mènent actuellement des investigations afin de déterminer l'éventuelle présence d'autres cas. La dengue est une infection virale transmise par des moustiques du genre Aedes, répandue principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Les symptômes de cette maladie incluent une fièvre élevée, des céphalées sévères, des douleurs articulaires et musculaires, des éruptions cutanées et parfois des saignements. Le ministre Midjiawa souligne l'importance de consulter un professionnel de la santé en cas d'apparition de symptômes de la dengue, car une détection précoce et une prise en charge adéquate dans un centre de santé peuvent permettre de guérir de cette infection. Actualité au-delà de nos frontières à présent, la reprise de la région de la Kidal par les forces armées maliennes n'a pas réjoui que la population du pays comme on vous le montrait hier soir. La junte militaire au pouvoir au Niger a également félicité les forces maliennes pour cette victoire et s'est dite réjouie de la nouvelle. Voici un extrait du communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole de la junte au pouvoir. Le Niger félicite le Mali après la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner. Le communiqué a été lu mercredi soir à la télévision nationale par le porte-parole de la junte nigérienne. Le gouvernement et le peuple nigérien ont appris avec une immense joie la libération de Kidal le mardi 14 novembre 2023 par les forces armées maliennes, FAMA. Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors, responsables de la déstabilisation du Mali ainsi que l'ensemble du Sahel depuis plusieurs années. Dans son adresse à la nation, le porte-parole du CNSP nigérien, le colonel-major Abdraman Amadou, exprime les espoirs de son pays dans la lutte contre le terrorisme qui sévit chez le voisin malien. Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif dans le ferme engagement des plus hautes autorités maliennes à libérer totalement leur pays et à œuvrer pour un Mali uni où les populations vivent en paix et en toute fraternité retrouvée. Pour rappel, l'armée malienne a repris mardi la ville stratégique de Kidal, au nord du pays, un bastion des groupes séparatistes dominés par les Touaregs et faisant outrage à la souveraineté du Mali. Restons au Niger. Ce jeudi, la junte au pouvoir avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani a installé de nouveaux organes de la transition récemment créés. Il s'agit de la Cour d'État et de la Commission de lutte contre la corruption. La Cour d'État, dirigée par le magistrat Abdoudan Galadima, remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État dissous juste après le coup d'État. Selon l'ordonnance, il organise les pouvoirs public pendant la période de transition avant la tenue d'élections à une date non encore déterminée. La commission de lutte contre la corruption a quant à elle pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Elle est composée de magistrats, d'officiers de l'armée et de la police ainsi que des représentants de la société civile nigérienne. Toute autre actualité à présent, nous partons pour le Kenya. Également dans la journée de ce jeudi, le Parlement du pays, contrairement à la Haute Cour de Nairobi, a approuvé le déploiement des policiers kenyans sur le territoire haïtien. Un projet qui suscite jusque-là beaucoup de controverses malgré qu'il ait eu l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le Parlement kenyan a donné jeudi son accord au déploiement d'1 millier de policiers en Haïti malgré les critiques contre ce projet dans le pays d'Afrique de l'Est. La vice-présidente du Parlement Gladys Bousse-Chollet a demandé aux élus de se prononcer à haute voix. Cette assemblée approuve le déploiement des forces de la police dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Est-ce que tous ceux qui sont de cet avis peuvent dire oui? Le oui l'emporte. Le déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui examine un recours déposé par un opposant. La Haute Cour doit se prononcer sur ce recours le 26 janvier 2024. Des ONG de défense des droits humains soulignent que la police kenyane a l'habitude de recourir à la force, parfois létale, contre des civils, ce qui constitue un risque majeur dans un pays où de précédentes interventions étrangères ont été marquées par des violations des droits humains. Hier mercredi, la Cour suprême britannique a jugé illégal le projet d'expulsion des migrants demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Ce dernier ne serait pas une destination sécurisée pour les demandeurs d'asile selon l'institution juridique, un argument face auquel Alain Mukuralenda, le porte-parole du parquet rwandais, a émis une opposition. Le porte-parole du parquet rwandais a émis mercredi l'opposition du parquet général à la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni annulant le projet du gouvernement britannique d'acheminer des migrants vers le Rwanda. Donc le Rwanda respecte cette décision, mais n'est pas d'accord avec le point qui stipule que non, les réfugiés ou les migrants qui seraient au Rwanda seraient dans une insécurité. Mais là où le Rwanda n'est pas d'accord, parce qu'il y en a un droit où le Rwanda n'est pas d'accord, c'est le fait de dire que l'accord est illégal, parce que peut-être l'une des parties, l'une des causes que les réfugiés qui seraient venus, qui seraient au Rwanda, les migrants qui seraient au Rwanda ne seraient pas en sécurité. Le gouvernement rwandais affirme son ouverture à la conclusion d'un autre accord et laisse la porte ouverte aux autres nations qui seraient intéressées par une telle alliance. Oui, je vais le remonter. Donc, si le gouvernement anglais est prêt à proposer un autre accord, bien sûr qu'il sera bien étudié par rapport à ce qui s'est passé en justice. S'il y a d'autres pays qui sont prêts à faire des accords pareils pour essayer de trouver une solution, le Rwanda sera preneur. Le président rwandais Paul Kagame et le premier ministre britannique auraient réitéré leur engagement à faire fonctionner leur partenariat en matière d'immigration lors d'un échange téléphonique. Ce jeudi, le premier tour de l'élection présidentielle au Madagascar a débuté. Une élection qui se tient sur fond de tension avec une opposition politique qui soutient toujours un boycott du scrutin. Certains électeurs se sont prononcés sur la situation dans certains centres de vote. On les écoute. Les électeurs, environ 11 millions, étaient attendus aux urnes ce jeudi à Madagascar à la faveur de l'élection présidentielle. Un scrutin sur fond d'appel au boycott lancé par une grande majorité de l'opposition. 10 opposants accusent des organisateurs du scrutin de travailler pour la réélection d'Andry Rajoelina. Le contexte électoral inquiète. Je suis inquiet parce qu'il y a des sortes de factions qui veulent seulement que le pays soit en désordre et c'est vraiment très triste. Ils auraient dû participer à l'élection. Mais leur choix de boycotter le scrutin est à l'origine du désordre actuel. Je souhaite que notre pays change, que notre pays se développe, que tout le monde ait du travail et que les prix des produits de première nécessité baissent pour que nous puissions subvenir à nos besoins. Le climat politique délétère est né du refus de la justice d'invalider la candidature du président sortant, accusé d'avoir obtenu la nationalité française en 2014.
Conflit israélo-palestinien à présent, nouvelle saisine de la Cour pénale internationale ce jeudi. C'est l'Afrique du Sud qui, cette fois-ci, met la CPI devant ses responsabilités et exige une action de l'institution face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. L'Afrique du Sud entend par ailleurs suspendre toute relation diplomatique avec Israël jusqu'à nouvel ordre. La CPI sous pression depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après 3 ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a déposé à son tour jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan visant le gouvernement israélien. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à l'origine de cette saisine, exige une action de la haie face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. Par ailleurs, l'ANC a d'ores et déjà apporté son soutien à une motion parlementaire en cours sur la fermeture de l'ambassade d'Israël et la suspension de toute relation diplomatique avec le pays jusqu'à ce qu'il accepte un cessez-le-feu et s'engage dans des négociations. L'Afrique du Sud a rappelé tous ses diplomates d'Israël au début du mois. Notons que le 9 novembre dernier, 3 organisations palestiniennes, l'ONG PCHR, Al-Haq et Al-Mizan, avaient demandé à la CPI de délivrer rapidement des mandats d'arrêt contre les personnes soupçonnées de crimes au sein de l'appareil politique, militaire et administratif israélien. Les ONG dans leur plainte citent le président Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. De retour au bercail pour Palais Sport, ce jeudi, les éperviers du Togo étaient face au Soudan pour leur tout premier match comptant pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. À l'arrivée, les deux pays se sont séparés sur un match nul, un but partout. Le but togolais a été inscrit à la 43e minute par Kevin Danké. C'est donc tout pour l'actualité de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Nadège Arlidja pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.